Bonjour à tous, je vous dis bienvenue sur ce webinaire. On va commencer dans quelques minutes, si vous le voulez bien. C'est un webinaire donc qui va parler des indicateurs de performance, notamment des campagnes d'influence. Alors, on va le faire à deux. Donc moi je suis Stéphane Bouillet, le fondateur d'Influence for You. Influence for You, c'est aujourd'hui une agence et une plateforme d'influence marketing qui permet de lancer des campagnes avec les top influenceurs ou de la micro-influence un peu partout en Europe et dans le monde. Donc on a réalisé plus de 5000 campagnes et on s'est posé la question de quels sont les vrais indicateurs des campagnes d'influence. Je vais faire ce webinaire avec Guilhem de Converteo. Je vais lui laisser la parole juste après. Et après, je la reprendrai pour commencer à parler des campagnes d'influence. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir finalement un double éclairage, celui d'un professionnel des campagnes d'influence proprement dites, et puis l'éclairage de quelqu'un qui, chez Converteo, s'occupe vraiment de l'analyse de la data, de la performance. Et donc j'espère que ce webinaire sera riche d'enseignements. Je passe la parole à Guilhem. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Enchanté, je suis Guillaume Baudin, partenaire chez Converteo, en charge des activités autour des problématiques médias et CRM. Peut-être avant de commencer à parler de la performance des campagnes d'influence, je vous propose quelques mots à propos de Converteo. Converteo est votre partenaire conseil data et techno, constitué de 150 consultants et experts. Nous sommes un accélérateur de performance, intervenant du cadrage à la réalisation, connecteur entre le marketing et l'IT, pragmatique, indépendant et œuvrant pour le transfert de compétences. Sur le média LCRM, nous accompagnons nos clients à améliorer l'efficacité de leur campagne en cherchant à rapprocher les enjeux business des enjeux marketing. Nous intervenons sur l'ensemble des leviers digitaux, du programmatique au search en passant par le social et l'influence, mais aussi sur les activations CRM. Finalement, nous travaillons sur des problématiques de branding, d'acquisition et de fidélisation. Nous aidons nos clients à remettre à plat leurs stratégies, process, outils et modes opératoires afin de gagner en efficacité. Merci beaucoup Guilhem pour cette introduction. Alors je vais continuer moi à vous parler donc de ces indicateurs. Je vais essayer de faire une petite manip technique pour vous mettre en avant mon écran et qu'on puisse suivre mes commentaires sur l'écran. Voilà, bougeons pas. Donc ce qu'on voit ici, c'est un reporting de campagne classique émis directement par la plateforme Influence for You. On voit une campagne pour Daniel Jouvence par exemple. Donc ce sont vraiment des chiffres qui sortent directement avec les statistiques globales de la campagne, la portée, donc le nombre de followers potentiellement touchés, le taux d'engagement, le nombre de commentaires, de likes, qui est en gros le taux d'engagement, c'est la somme de commentaires plus likes divisé par la portée. Sur la campagne, le nombre de posts, le respect du brief et l'earned media value. L'earned media value est une donnée qui représente en gros la valeur média des posts des influenceurs. Donc ça, c'est des données classiques d'une campagne d'influence marketing que vous pouvez voir ici. Vous avez bien sûr l'ensemble des profils qui ont pu participer, je vous passe ça vite. Et ce qui va être intéressant, c'est pour chacun des postes, comme on peut le voir ici. Je vous montre quelques exemples, mais on va retrouver donc le nombre de followers de la personne, la qualité d'audience, donc ça c'est une note qui vient de Hype Auditor pour dire si l'audience touchée était constituée de vrais followers par exemple. Learned Media Value, j'en ai parlé tout à l'heure. On retrouve les statistiques classiques et notamment le respect du brief, qui est une statistique intéressante sur une campagne puisqu'on cherche aussi à faire de la qualité. Et bien sûr les statistiques d'audience, donc là c'est une audience qui est essentiellement constituée de 18-24 ans, femmes, habitant en France qui est le principal pays. Voilà. Donc on voit ici des statistiques assez classiques de campagne d'influence marketing. Maintenant la question que vous avez posée c'est ok mais so what? Ok, j'ai un nombre de followers touchés, une qualité d'audience, c'est bien, mais finalement ça m'apporte quoi au niveau business? Voilà, c'est une vraie question. Et donc on s'est posé ces questions chez Influence for You et on va le prendre de deux façons conceptuelles. Alors je vais vous passer une autre présentation ici. C'est en gros les vrais indicateurs des campagnes d'influence. Je vais vous l'afficher en grand écran. En fait, il y a deux types de marques. Il y a des marques fabricantes qui vont vraiment chercher à travers l'influence à savoir comment il y a eu un changement de perception de la marque grâce à l'influenceur. Et ensuite, il y a des marques qui sont plutôt des marques vendeuses qui vont essayer de voir quelles sont les ventes, quel est le trafic, quels sont les leads qui sont générés par une campagne d'influence. Et je vais finalement analyser ces deux types d'entreprises. La première, comment est-ce qu'on va mesurer la perception et les changements de perception pour les marques? En fait,
Les indicateurs que je vous ai présentés, reach, engagement, interaction, c'est bien, mais quel est l'impact réel en termes de changement de perception? C'est ce que nous on appelle impact influence, c'est le changement de comportement de l'audience. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un panel de gens qui a priori n'ont pas vu la campagne, et on va le comparer, ce qu'on appelle le panel neutre, et on va le comparer avec l'audience de l'influenceur qui a été exposée au message de l'influenceur. On va quand même regarder un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le panel neutre, on va prendre plutôt un panel ajusté, c'est-à-dire que dans le panel neutre, on va prendre uniquement les gens qui sont comparables en termes d'âge et de sexe avec la population de l'influenceur, pour vraiment avoir quelque chose de comparable. Donc on identifie ces panels, et ce qu'on fait, tout simplement, avec l'influenceur, c'est qu'on va inciter l'influenceur à poser une question, si j'arrive à faire bouger mon écran, voilà, à poser des questions à la fin de la campagne sur la connaissance. En gros, c'est laquelle de ces marques, par exemple, connaissez-vous? On va dire, tiens, entre Boursorama, AXA Bank, Fortuneo, etc., laquelle de ces marques connaissez-vous? La préférence, laquelle de ces marques préférez-vous entre ces marques-là? L'intention d'achat, est-ce que vous comptez acheter un produit de la marque? Et puis éventuellement une autre question thématique, aimeriez-vous travailler chez eux ou appréciez-vous la politique RSE? Enfin voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pose exactement au même moment ces questions au panel qui a été exposé par l'influenceur et à un panel lambda qui a priori n'a pas été exposé. Le but étant finalement sur ces 4 critères de voir dans quelle mesure la campagne d'influence a changé le comportement en déclaratif de la cible de l'influenceur par rapport à un panel normal. Voilà. C'est ça qu'on va mesurer. C'est vraiment l'impact en termes de est-ce qu'on a amélioré la connaissance de la marque? Est-ce qu'on a amélioré la préférence de la marque? Est-ce qu'on a amélioré l'intention d'achat? Donc on est vraiment sur des indicateurs qualitatifs extrêmement puissants. Et à ça, on va l'ajouter un seul indicateur quanti, qui est le nombre de personnes qui ont vu la campagne. Et comme ça, on saura si la campagne a généré et a eu un impact business pour une marque fabricante. Cette problématique-là n'est pas tout à fait la même pour les e-commerçants. Les e-commerçants, ce qu'ils vont chercher, c'est quoi? C'est le coût d'acquisition. Et donc, ce coût d'acquisition, en fait, souvent on dit on veut faire de la performance avec de l'influence. On a le discours de dire ouais, mais en fait, l'influence ne fait pas de performance. C'est pas tout à fait vrai en fait. L'influence, ça fait beaucoup plus qu'un média que de la performance, puisqu'en fait, ça va faire, et on va le voir juste après, ça fait quoi? Ça fait et de la création de contenu. C'est vrai qu'un influenceur produit du contenu pour vous, c'est pas vous qui allez le faire. Et du développement de notoriété. C'est vrai que l'influenceur ne fait pas que de la génération de trafic. C'est pas comme Google Ads qui fait je vais sur Google, hop, je génère du trafic. Non, ça va parler de votre marque, ça va faire du storytelling, ça va expliquer les fondamentaux de vos produits, ça va expliquer que vous avez une super promotion actuellement, ça va expliquer tout ça. Et puis, bien sûr, ça va apporter du trafic. Donc, on va dire sur 100 € investis, d'après notre expertise, globalement, il y en a 30 qui sont pour la création de contenu, 30 qui sont pour du développement de notoriété et 40 qui sont pour l'apport de trafic. Donc si on veut comparer vraiment un coût d'acquisition et le comparer par exemple à un Google Ads, un Facebook Ads, etc., il faut vraiment se dire quand j'investis 100, j'en ai 40 qui sont pour de l'apport de trafic, sachant que sur cet apport de trafic, en fait je décompose ce qu'on voit ici entre la visite directe et la visite indirecte. C'est-à-dire que nous on a remarqué qu'il y avait une grosse proportion du trafic, notamment quand on fait la promotion de jeux mobiles par exemple, qui ne clique pas sur le lien en description de la vidéo, mais qui va taper directement le nom du jeu dans l'App Store. Donc en fait, il y a du trafic qu'on peut traquer, du trafic qu'on ne peut pas traquer. Donc sur les 40, il y en a à peu près 15 qu'on ne peut pas traquer, 25 qu'on peut traquer. Et donc, ce qu'il faut retenir, si vous voulez vraiment calculer un coût d'acquisition d'influence, c'est dire l'influence, c'est beaucoup plus que juste du trafic. C'est de la production de contenu, de la notoriété, du trafic indirect et du trafic direct. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que si vous voulez vraiment comparer l'influence avec un coût d'acquisition Google Ads, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez 25% de la campagne d'influence qui correspond au trafic direct et que vous divisiez ça par le nombre de visites traquées, par le nombre de leads traqués ou par le nombre de clients traqués. Et comme ça, vous allez avoir un coût d'acquisition, on va dire, retraité et comparable à d'autres canaux d'acquisition. Et puis si vous voulez comparer avec la télé, c'est pareil, vous allez pouvoir faire un CPM sur la base de la notoriété.
Voilà, ce qu'il faut retenir de nous, notre vision de l'influence marketing, c'est que, ok, on fait des reporting classiques avec du reach, de l'engagement, etc. Mais ça intéresse les opérationnels de l'influence et du social media. Si on veut vraiment intéresser des DG, des directeurs marketing, il faut soit regarder l'impact sur le comportement, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec une enquête post-test, qui n'est pas très difficile à mettre en place, hein. L'ordre d'idée, c'est à peu près 2500, 3000 euros. Il faut regarder à peu près les volumes, mais pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça coûte. Et ensuite, si vous voulez vraiment comparer un coût d'acquisition, il faut le faire bien, il faut le faire avec ce type d'approche que je vous ai présenté. Et donc, c'est vraiment une méthode qui est simple, hein. C'est vous prenez votre budget de campagne d'influence, vous en gardez à peu près 25%, et là, vous allez diviser par le nombre de visites, de leads ou de clients, et pour vraiment avoir un coût d'acquisition retraité et comparer des choux avec des choux et pas l'influence avec des Google Ads, parce que l'influence, c'est beaucoup plus que ça. J'espère que ça vous a plu. Je passe la parole à Guilhem qui va vous donner sa vision vraiment de la partie data en profondeur. Guilhem, à toi de jouer. Si ça marche, on va voir. Merci Stéphane. Euh, En effet, on a bien compris que le premier objectif, du coup, lorsqu'on lance une campagne d'influence, est évidemment de bien définir quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on attend, et donc, par ricochet, quel est le KPI qui va permettre de juger de la réussite ou non de cette campagne-là. Une fois qu'on a dit ça, finalement, la question qui se pose derrière, c'est de se dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir optimiser dans le temps, campagne après campagne, sur une période qui est peut-être plus longue qu'une seule opération, sur une période de 6 mois, d'un an, comment est-ce que je vais pouvoir tenir mes performances et être sûr que j'améliore au fur et à mesure, après chaque campagne, le succès de mes opérations. Une des solutions pour répondre à cette problématique-là est sans doute la mise en place de dashboards. Un dashboard, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet à la fois de mesurer, évidemment, et donc de suivre par rapport à mon objectif, la stratégie que j'ai mis en place, les résultats qui en découlent. Ça permet évidemment ensuite de reporter, d'être sûr que j'arrive à remonter les bons KPI pour pouvoir évaluer dans le temps la performance et donc analyser ces résultats-là pour pouvoir justement identifier ce qui fonctionne moins bien, et donc identifier des sources d'optimisation. Et enfin, ces sources d'optimisation permettront dans le temps de pouvoir optimiser au quotidien et donc de mettre en œuvre une stratégie qui va s'améliorer au fur et à mesure. Donc finalement, un dashboard, c'est vraiment un élément clé, qui est clé dans le cas du pilotage de campagnes d'influence, mais comme toutes les campagnes d'activation, pour pouvoir améliorer dans le temps, au fur et à mesure, l'opération. Il peut y avoir énormément de dashboards, évidemment, qui sont faits à destination de différents interlocuteurs. Là, on va se concentrer plutôt sur les dashboards qui sont liés à des problématiques aux équipes opérationnelles. Pour les équipes opérationnelles, finalement, on a un dashboard qui ne sera pas unique. Il faut prévoir généralement plusieurs vues. Une vue peut être simplement un encart, comme ça peut être un peu plus que ça peut être tout simplement un onglet spécifique, un fichier complémentaire, etc. Ce qu'il faut par contre, c'est d'avoir la possibilité d'avoir d'abord une vision qui soit plutôt macro, qui permette de bien comprendre les objectifs, l'atteinte de ces objectifs, les principaux KPI que je souhaite suivre, et ensuite, au fur et à mesure, pouvoir rentrer dans la granularité. Donc d'abord, dans un premier temps, peut-être voir l'ensemble des tactiques qui sont activées et voir celles qui semblent fonctionner le mieux et celles qui semblent un peu plus à la traîne. Et puis une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être regrouper les tactiques qui se ressemblent. Des tactiques qui se ressemblent, c'est par exemple mettre ensemble les influenceurs avec le social media organique ou avec, pourquoi pas, le social ad, ou dans d'autres cas de figure, comme le présentait Stéphane précédemment, se dire que ma campagne d'influence a pour un objectif de vente de produits sur mon site e-commerce et donc le rapprocher du search, pourquoi pas, mais donc en tout cas avoir un focus de tactique qui se regroupe pour ensuite passer au niveau en dessous et pouvoir regarder directement dans le levier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, finalement, c'est graduel, souvent du haut vers le bas, et donc on va avoir tendance à avoir une vision qui permet, dans un premier temps, d'avoir un focus, d'identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien, et puis ensuite, en dessous, de pouvoir creuser finalement pour pouvoir justement identifier ces fameuses sources d'optimisation. La question qui se pose, c'est d'identifier quels sont les KPI que je vais pouvoir remonter dans mon dashboard, quel que soit le niveau que je vais mettre, que ce soit un niveau macro, tactique ou levier. Évidemment, il y a énormément de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres dans l'influence, il y a beaucoup de chiffres dans le social media, des indicateurs de reach, des indicateurs de partage, d'action, de clics, etc. Ce qu'il faut surtout, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui tienne dans le temps,
et sur lequel vous puissiez être sûr du bon fonctionnement de ce KPI-là pour pouvoir évaluer la performance. Finalement, on parle au niveau des KPI souvent d'un indicateur qui est l'indicateur SMART. Il faut que le KPI il soit spécifique, qu'il soit mesurable correctement et qu'il justement il soit stable, qu'il soit assignable à une tactique, à un levier, qu'il soit réaliste également, et puis qu'il tienne dans le temps. Donc c'est vraiment extrêmement clé de se dire, bah, non, je ne vais pas forcément regarder tous les indicateurs que me proposent les plateformes, mais plutôt prendre les indicateurs qui me permettent de juger convenablement de la performance de mon activation. Lorsqu'on se met d'un point de vue macro, finalement, on pourrait regarder plusieurs objectifs, surtout quand on fait des campagnes d'influenceurs. Il y a des objectifs qui sont plutôt orientés autour de la notoriété. Se dire, bah tiens, j'ai lancé une campagne avec 10 influenceurs la semaine dernière. Est-ce que ça a eu un impact sur un panel au niveau des réponses qu'ils peuvent apporter sur la notoriété spontanée, la notoriété assistée? Ça, c'est un premier élément qui est quand même assez intéressant. De même, au niveau de la notoriété, on peut se poser la question si finalement l'opération qui a eu lieu avec l'influenceur a généré plus de requêtes dans les moteurs de recherche, sur la marque, sur le produit, sur le hashtag éventuellement, en tout cas sur la thématique qui a été poussée par l'influenceur. De même, on peut se dire, bah, on peut aller encore au-delà de ça et se dire, finalement, à partir d'outils comme les outils de social listening, on est capable de regarder s'il y a eu un buzz, s'il y a eu beaucoup de mentions, beaucoup de partages, sur la plateforme en question, mais pourquoi pas aussi en dehors de la plateforme en question, sur des forums, sur d'autres réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il y a eu des ricochets à cette première communication? Et puis après, il y a tous les KPI finalement qui sont un peu plus orientés business et performance, sur lesquels bah, évidemment on a tous des enjeux, qu'on soit une marque ou que l'on soit un site e-commerce, à générer des ventes à un moment donné de manière directe ou indirecte, bien souvent, ou des leads évidemment. Mais en tout cas, avoir une vision un peu plus performance. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, il va y avoir des indicateurs que vous connaissez, que vous maîtrisez, hein, des indicateurs de trafic sur un site, de trafic dans des points de vente également, donc sur l'ensemble finalement des assets que vous maîtrisez, et aussi évidemment les indicateurs de vente. Tout ça n'est pas à prendre en compte dans toutes les campagnes d'influence, mais ça peut être des drivers qui permettent de se dire, bah tiens, finalement, à partir du moment où j'ai fait une campagne, une activation avec 1, 2, 3, 10 influenceurs, peu importe, est-ce que j'ai un impact sur ces gros KPI-là qui sont des KPI qui peuvent être mes objectifs business finalement? Ensuite, quand on descend au niveau en dessous, on va se poser la question, mais finalement, ma campagne d'influence, avec quel levier je peux la comparer? Évidemment, Stéphane le présentait tout à l'heure, une campagne d'influence peut à la fois servir une marque, mais peut aussi servir un site e-commerce, avec un objectif du coup plutôt de trafic, voire de vente. Euh, et donc, effectivement, il faut pouvoir jauger et regarder, comparer les performances en fonction de d'autres leviers qui sont activés de la même manière. Et donc finalement, si mon influenceur était simplement là pour mettre en avant ma marque et dire qu'elle est géniale dans une vidéo, évidemment que je vais plutôt avoir tendance à comparer avec ce que je peux faire moi en social media organique, ou alors avec les campagnes que je peux faire éventuellement en vidéo en ligne, en regardant si ma complétion est plus forte également, et regardant le ratio entre le nombre de personnes touchées et le nombre de personnes qui ont été au bout de la vidéo, ou pourquoi pas avec des formats encore un peu plus offline, tels que du DOH par exemple. Voilà. Donc en tout cas, avoir une vision et de se dire, bah, finalement, ma campagne de branding, d'awareness qui a été réalisée, je dois la comparer avec d'autres campagnes d'awareness pour savoir si bah, le reach que j'ai touché est bon et si potentiellement j'ai réussi à convaincre un certain nombre de personnes par rapport au message que je souhaitais porter. D'un point de vue e-commerce, évidemment, donc plutôt le côté à droite, on peut s'amuser à comparer avec d'autres indicateurs qui ont pour objectif ou d'autres campagnes qui ont pour habitude de générer du trafic sur le site, voire de générer des ventes. Et donc, ce qu'on a tendance à voir régulièrement, c'est évidemment le search, le social ads, avec un objectif de drive to web, ou pourquoi pas des campagnes d'affiliation ou de display, etc. Évidemment, dans ce cas de figure-là, on ne va pas regarder tous les KPI, on va s'intéresser évidemment aux visites. Est-ce que ma campagne d'influenceur a généré des visites? Est-ce qu'elle a généré des personnes qui ont mis des produits au panier? Est-ce qu'elle a généré des actes d'achat? Et donc, je vais pouvoir comparer mes KPI. Effectivement, quelle que soit la solution, il faut prendre le bon KPI. Euh, ce que présentait Stéphane tout à l'heure est tout à fait vrai. Un influenceur fait aussi de la production et pas que de la médiatisation. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable. En paid search, il y a très peu de production, puisque ce sont des liens texte que vous pouvez tous écrire à partir de votre fichier Excel. Donc, finalement, il faut peut-être soustraire la partie production de l'influenceur pour pouvoir comparer réellement ce qui est comparable. Ensuite, les chiffres ne veulent pas forcément tout dire.
Finalement, si on prend l'exemple du tableau ci-dessus, je me suis amusé à faire une estimation bête et méchante, une simulation d'une campagne, avec du coup des influenceurs, du social media et puis du search and mark. Une campagne qui est plutôt orientée du coup e-commerce et vente. À la première lecture, on se dit, bah tiens, finalement, quand je regarde mes performances, j'ai dépensé 100 euros sur chacun des leviers. J'ai des performances qui sont évidemment différentes puisque le coût au clic est clairement pas le même. Et puis surtout, mon coût à l'arrivée n'est pas le même puisque mon influenceur et mon social media va être beaucoup plus mobile quand potentiellement mon search sera un peu plus desktop. Euh, et puis tout simplement, finalement, mon acte d'achat sera plus faible, ce qui fait que mon CPA à la fin, qui sera peut-être mon driver et le KPI que je cherche à suivre, extrêmement détérioré. Sauf qu'en fait, peut-être que dans ce cas de figure-là, j'ai mal analysé mes chiffres, parce qu'en réalité, les tactiques étaient peut-être pas totalement les mêmes. Mon influenceur, il n'a pas poussé tout mon catalogue produit, il a peut-être poussé qu'une catégorie de produits, voire un seul produit. Donc l'idée, c'est peut-être de comparer avec justement le search dans ce produit-là. Et donc c'est dans ce cas de figure-là où on va se mettre à creuser un peu pour essayer d'aller trouver les chiffres qui correspondent et en tout cas pouvoir comparer ce qui est vraiment comparable. Et donc là, si on reprend les mêmes chiffres de l'influenceur, et par contre on prend la campagne search en question sur le produit A, bah, on se rend compte en réalité que le coût au clic était beaucoup plus élevé sur ce produit-là et donc il fallait faire un effort qui était nettement plus important pour pouvoir attirer des individus à partir du search sur le site. Et donc en réalité, bah, ça a détérioré l'ensemble des performances, ce qui fait qu'en réalité, mon search a été moins bon en termes de performance que mon influence. Finalement, tout ça pour dire que pour réaliser un bon dashboard et réussir à piloter convenablement ses campagnes dans le temps, il faut évidemment normaliser la structure de ces campagnes. Et normaliser la structure des campagnes, ça passe par la nomenclature. Il faut avoir une nomenclature qui soit commune au niveau de l'ensemble des activations que vous opérez. Vous ne pouvez pas vous dire que tout d'un coup, vous avez une campagne d'influenceurs d'un côté, dont la nomenclature de la campagne et du coup de l'historisation des résultats se fait d'une certaine manière, mais qui ne soit pas comparable avec les autres leviers. Si vous souhaitez remonter le produit, par exemple, il faut que vous puissiez l'historiser ou la catégorie de produit pour pouvoir du coup rendre ça comparable. C'est extrêmement important. De même que si vous opérez une campagne plutôt d'awareness ou de performance, il faut l'historiser si possible dans le nom de votre campagne pour pouvoir ensuite pouvoir comparer avec les autres leviers, donc gagner du temps dans l'analyse. Pour que ça là fonctionne également, il faut évidemment traquer. Traquer tout ce qui est possible de traquer. Alors attention, on peut traquer énormément de choses, on peut collecter beaucoup de données, beaucoup d'indicateurs. Encore une fois, collecter la donnée, c'est une chose. Ensuite, la mettre en avant et la mettre en exergue dans un dashboard pour pouvoir prendre des décisions, c'est autre chose. Donc en tout cas, il faut pouvoir traquer convenablement afin de pouvoir mesurer derrière. Et tout ça pour dire qu'à la fin, finalement, le dashboard va permettre de pouvoir analyser au fur et à mesure vos tactiques et donc de sculpter les résultats dans le temps, que ce soit des objectifs de notoriété, de trafic ou de conversion, et de comparer les tactiques les unes avec les autres. N'allez pas comparer une campagne d'influenceurs avec une campagne de retargeting, ça n'a pas de sens. Le retargeting va tout simplement recibler des individus qui sont déjà venus sur votre site et qui vous connaissent. Alors que potentiellement, la campagne d'influenceurs va toucher tout le monde, des gens qui vous connaissent et des gens qui ne vous connaissent pas. Donc c'est pas comparable. Enfin, finalement, on pourrait encore aller plus loin et se dire que pour piloter l'activité média, on pourrait faire des tests. Alors Stéphane en parlait tout à l'heure, il peut y avoir des post-tests, ça c'est un élément, mais qui va plutôt être un KPI pour pouvoir évaluer à la fin. La question c'est comment est-ce que je fais pour optimiser au quotidien et en permanence directement pendant que mes campagnes sont live. Et là, c'est pas forcément le plus simple, les campagnes d'influenceurs, puisque faire des tests multivariés, donc des équivalents d'A/B tests, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué. C'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup dans d'autres médias, puisqu'on est capable d'isoler une population qui pourrait être ciblée et une population qui n'est pas ciblée, que ce soit par des questions géographiques, etc. Mais on arrive en tout cas à clusteriser pour avoir quelque chose de semblable. Ce qui est beaucoup plus difficile sur un influenceur, puisque finalement chaque influenceur est unique et a un reach qui est complètement différent, et surtout, il a un aspect créatif qui est propre à lui-même. Euh, les autres solutions pour aller encore plus loin dans la mesure pourraient être d'avoir une solution de multitouch attribution. Là, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est un outil qui va permettre de pouvoir déterminer les performances et l'ensemble des touches entre un individu et votre finalité qui est sans doute la vente. Quelque chose qui est envisageable, mais il faut par contre que l'ensemble de vos campagnes soit parfaitement bien traqué. Le problème du coup, évidemment, c'est que ça ne prend pas en compte l'ensemble des activations de branding et de notoriété, donc tout ce qui va toucher à l'image finalement de vos produits ou de votre marque. La dernière solution qui peut être une réponse à moyen terme, c'est de se dire que finalement, par la probabilité, vous êtes capable de pouvoir évaluer l'impact de vos campagnes d'influence sur votre objectif final, qui peut être une vente, un revenu généré, etc.
Pour cela, il existe des études qu'on appelle marketing mix modeling ou media mix modeling, tout dépend de la photographie qu'on souhaite faire, mais ce sont des études de corrélation sur lesquelles on va chercher à identifier, à intenter la corrélation entre une action, une activation, plutôt d'un point de vue macro. Du coup, on va prendre plutôt toutes les campagnes d'influence plutôt qu'une campagne d'influence en particulier et regarder si dans le temps, en réalité, ça a eu un impact sur l'objectif que vous recherchez. Cette tactique est évidemment très intéressante, mais prend du temps, nécessite une expertise très forte en data science ou en économétrie et nécessite également de collecter de la donnée sur une période de 3 ans. Elle n'est pas vraiment plug and play pour pouvoir identifier. Ce qui fait que finalement, notre dashboard est peut-être la solution la plus simple à court terme pour pouvoir optimiser au fur et à mesure dans le temps vos campagnes d'influence. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et évidemment, je me tiens à votre disposition si vous en avez d'autres. Merci. Eh ben, merci Guilhem pour cette partie. Vraiment, je dis un petit peu le mot de la fin. J'étais vraiment ravi de ce webinaire qu'on a pu faire ensemble. J'espère que ça vous a plu aussi. On a vu pas mal de questions. On y a un peu répondu, mais pas à toutes sans doute. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à contacter Converteo si vous voulez en savoir plus sur la performance digitale et surtout Influence for You pour mettre en place des campagnes d'influence marketing qui marchent avec les statistiques que je vous ai données. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur influenceforyou.com ou sur converteo.com. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à parler de nos webinaires autour de vous. À bientôt, salut.